Gérald vient d'enregistrer une batterie avec les Firewolves venus de France ici au Noise Factory Studio et on va te dire un tout petit peu qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, comme truc intéressant pour enregistrer des batteries chez toi. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Moi c'est André. Donc aujourd'hui on va parler batterie, enregistrement en batterie dans un grand studio quand t'as plein de micros, plein de préamplis, une grande pièce, etc. Mais pas que, parce que qu'est-ce qu'on peut en tirer pour faire des batteries même chez toi quand tu n'as pas tout ça. Donc un peu deux choses, on va faire micro par micro, on va t'expliquer pourquoi on a fait les choix, c'est Gérald en fait, donc la personne qui enregistre des centaines de batteries chaque année, bon plus ou moins, des dizaines de batteries au moins. À 200-300 centaines près, on est. Exactement. Avant de attaquer tout ça, tu peux passer juste 2 secondes ici pour t'abonner et liker la vidéo si tu veux bien, parce que c'est cool, moi j'aime bien. C'est sympa. Et surtout, allez sur notre site qui est donc academiedugrosson.com/bonus et là-dessus, tu as quelques bonus justement gratuits, des petits cadeaux de l'Académie du Gros Son, dont un tableau de fréquences dans lequel tu as toute une liste d'instruments et les fréquences un peu intéressantes à travailler au niveau de l'EQ, etc. Notamment une batterie, donc le kick, la snare, la cymbale, pour t'aider à faire mieux tes choix au niveau de l'EQ. Voilà, tout ça étant dit, on peut attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, quand tu as un groupe qui arrive au Noise Factory et qu'ils installent leur batterie, qu'est-ce que tu fais pour commencer ton travail de prise de son? Ok, la première chose, c'est déjà de voir comment sonne la batterie. Je demande à la personne d'installer la batterie là où moi je sais que la pièce sonne bien. Petit truc pour chez vous, si vous savez pas, il y a des endroits où les pièces sonnent mieux que d'autres, donc c'est bien de chercher l'endroit. Ça fait pour le faire, hop, un petit tome, on frappe, et là où ça sonne bien dans la pièce, c'est l'endroit en général où il faut installer. Je prends le gros tome, mais oui, quand je dis un tome, je dis un tome, celui que ta force te permet de porter. C'est ça. Et oui, effectivement, le floor tome, parce qu'évidemment, il y a plus les fréquences. Tu cherches là où il résonne le plus. C'est ça qui va stimuler le plus la pièce. Donc, je demande à la personne d'installer sa batterie à cet endroit-là, de commencer à la régler un peu pour que ça sonne bien pour cette personne dans la pièce, parce que forcément, la pièce a une façon de sonner, et donc ça va peut-être un peu changer du local de répète ou puis on vient de déplacer la batterie. Là, pour le coup, 8 heures en voiture. Voilà, c'est ça. Donc de régler pour que ça sonne bien. Et à partir de là, moi je vais déjà commencer à écouter quand la personne frappe dessus, commence à régler un peu comment ça sonne. Et sinon, je lui demanderai de jouer ou éventuellement, moi j'irai taper sur 2-3 éléments juste pour voir un peu comment ça sonne. Et là, le premier réflexe que je fais, c'est que je crée mon plan mental de bataille. C'est-à-dire que je me dis, ok, ça sonne comme ça, j'ai un peu vu comment la personne jouait, donc je vois un peu son équilibre de jeu entre les éléments. Et à partir de là, je vais me dire, ok, quel micro est intéressant pour telle fonction et quel préampli micro aussi. Vous à la maison, vous n'avez pas forcément une panoplie de micros, mais c'est peut-être intéressant dans le futur de dire voilà, moi j'enregistre tout le temps mes batteries, mes cymbales sont un peu agressives. Peut-être que c'est vrai que je devrais faire comme Gérald et penser que quand on a des cymbales agressives, c'est peut-être bien d'avoir un micro qui sonne un peu plus doux, qui va peut-être enlever tout ce côté aigu plutôt que d'aller directement sur le micro à condensateur, large membrane, un peu cheap, et qui va faire justement l'inverse de ce qu'on veut. Mais donc, en gros, dans ma tête, c'est ce que je fais, je réfléchis à, ok, là, j'ai besoin que ça explose un peu, donc j'ai quelque chose qui doit être très réactif, très rapide, que ce soit le préampli ou le micro. Là, j'ai quelque chose qui est agressif, qui m'embête, donc je veux peut-être quelque chose qui soit plus doux. Par exemple, pour des cymbales, ça pourrait être même des micros à ruban, dans certains cas, qui est un peu spécifique, mais voilà, c'est juste pour vous faire comprendre un peu le concept. Et là, je me dis, ok, je choisis tous mes micros, tac, 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 tous mes préamplis, je me fais mon petit plan de bataille et j'installe tous les micros avant de commencer vraiment à tester le son à ce moment-là. Donc, ok, une fois que tu as tes micros installés, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et bien là, je vais commencer à voir comment ça sonne dans mes enceintes, dans la régie, voir si, si ce que j'avais prévu se passe comme je l'avais prévu. Et donc, il y a toujours un... Oui, voilà, c'est une bonne idée. Alors moi, il y a un point de départ que j'aime bien. Je pense qu'il y a un point de départ qui peut convenir à pas mal de personnes, c'est que j'écoute ce qu'on appelle les overheads. Donc les overheads, c'est les micros au-dessus qui servent à capter principalement... Alors, il y a deux points de vue, les cymbales en général, mais aussi tout le kit de batterie. Et ça, c'est un peu chacun son truc. C'est vrai que moi, j'utilise plus les overheads en réalité plutôt comme des micro-cymbales, comme j'aime bien en mix ou dans ma perception de la batterie, avoir quand même un bon contrôle sur tout. J'aime bien que ces micros-là servent surtout sur les cymbales et que j'ai pas trop de... Allez, si en mix je commence à les torturer, j'ai pas envie que ça change tout mon son de batterie parce qu'il y a beaucoup de caisses claires, beaucoup de grosses caisses, beaucoup d'autres éléments qui pourraient passer dedans. Je vais faire écouter en solo les overheads, mais en gros moi l'idée c'est d'avoir les cymbales, qu'elles soient
plus présente que les autres éléments, et voir si tout est plus ou moins équilibré, en sachant que dans un kit de batterie, c'est compliqué quand il y a 15 cymbales avec des petites percussions et des machins. Si c'était pas le cas ici, comme on voit sur les images, mais s'il y a une petite splash, enfin des petits éléments qui pourraient être pris par les overheads qui sont un peu cachés, là je vais écouter que ça sort suffisamment fort. Sinon, là, je vais envisager à ce moment-là d'aller remettre des petits micros d'appoint, donc un micro spécifique pour ces éléments-là. Alors ici, on en a deux micros d'appoint classiques, la Ride et le Charlet. Oui, c'est ça. Ça, pour moi, ça c'est d'office, si j'ai le choix, si j'ai la possibilité, oui. Parce que c'est des cymbales très importantes. Et mes overheads, c'est plus toutes les autres crashs, les China, les cymbales à effet qu'il pourrait y avoir. Cool, on écoute. Alors, ça sonne comme ceci. Alors ici, ce qu'on entend, ben voilà, c'est focalisé dans l'esprit que moi je recherche, c'est que il y a le Charlet qui est en continu, mais ça je sais que j'ai un micro spécifique dessus. Et quand les il est un peu loin, c'est vrai. Oui, il est un peu loin parce que je veux pouvoir le contrôler avec le micro Charlet. La caisse claire, elle est dans le fond, c'est relativement dark entre guillemets, mais c'est ça. Et que chaque fois que qu'il y a une cymbale, on sent que la cymbale pointe. Elles sont un peu brillantes parce que là j'avais utilisé des micros condensateurs, mais je trouve que ça allait. Voilà, il faut que c'est quand même des crashs, donc elles peuvent un petit peu sortir du. Et encore ça va, franchement. Oui, il y a pire que ça. Il y a des overheads où c'est vraiment du bruit blanc presque. Ici. Et c'est très agressif. Après, ça passe aussi par la table, donc en général qui a un son un peu doux, enfin doux médium, qui est pas forcément brillant. De base, ici j'ai pas fait d'EQ, donc quand ça sonne comme ça, c'est ce qui s'est passé ici quand je les ai ouverts, c'est cool, je garde comme ça. Ça pourrait arriver dans certains cas où j'enlève un tout petit peu des graves, si j'ai vraiment un espèce de qui vient d'une cymbale, enfin de fréquence un peu gênante, mais ici j'ai rien fait. En tout cas de mémoire, j'ai rien changé sur les souvent des cymbales qui sont un peu plus lourdes, et plus larges, plus lourdes. Parfois elles ont une sorte de résonance constante dans la pièce qui est désagréable. Et ici en plus, comme on voit sur les images, j'avais rajouté des petits filtres. C'est des filtres qui sont censés éliminer un peu l'arôme. Évidemment, c'est jamais magique, mais ça aide un peu. Et comme j'expliquais, moi je voulais que ce soit focalisé cymbale. Et ces petits fils, on met un petit coup de zoom un peu comme ça sur les cymbales. Ok, est-ce que quand tu places tes overheads, est-ce que tu les places en mesurant la distance à la snare, comme souvent on voit? Je fais ça, effectivement, parce que pour moi, c'est quand même important que ce soit pas complètement déséquilibré. Donc, je prends un... Donc, t'as pas le kick d'un côté, la snare de l'autre côté. Voilà, c'est ça, exactement, parce que parfois, ça arrive. On a déjà entendu. Je reçois des mix parfois où c'est un peu comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, oui, le coup classique, hein, on prend un câble, on part du bord de la snare, on va à un overhead. Donc, regarde, c'est plus ou moins la même chose. Mais maintenant, je suis pas au millimètre près. Pour moi, c'est focalisé sur les cymbales, donc tant que la caisse claire est plus ou moins entre les deux. De toute façon, j'essaye pas d'avoir un son de caisse claire ultra défini, donc s'il est un peu flou dans le fond, ça me dérange pas quelque part. Ouais. Donc j'essaye pas d'avoir un truc où c'est ultra aligné en phase, et que si je mets mes overheads full gauche-droite, j'ai une espèce d'image parfaite de la batterie. C'est une autre approche. C'est une autre approche qui se justifie tout à fait. Dont je peux m'inspirer quand je vais dans d'autres éléments, si j'enregistre dans l'autre pièce, enfin quelque chose de plus jazz, où on va être plus minimaliste dans le nombre de micros, dans l'autre pièce qui est plus dark, là je vais peut-être avoir qui est plus petite, je vais peut-être utiliser mes overheads là plus comme une vraie photo de la batterie, et les autres micros pour venir renforcer des zones qui seraient pas assez claires dans la photo, ou quand j'enregistre des captations live qui sont filmées où ça doit être live, et je peux pas mettre je prends l'optique de pas mettre trop de micros parce que je trouve que visuellement c'est pas joli, et puis tout le monde est dans la pièce, donc je veux pouvoir laisser à la personne qui filme l'espace et pouvoir compacter le groupe, donc je mets moins de choses. Et ici donc c'est surtout ces overheads ont plus le rôle de énergie de cymbale. C'est ça. C'est des micros, c'est des cymbales ressortent, mais après disparaissent. En fait, c'est pas vraiment des overheads à proprement parler, c'est des micros cymbales en fait. Ça. Parce que d'ailleurs, je pense qu'on ça se voit carrément sur les photos, ils sont assez proches, très proches de cymbales et pointés spécifiquement vers les cymbales pour le plus les plus. Et donc là, c'est facile parce que c'est pas un kit où il y a 30 000 cymbales. Maintenant, s'il y en a plus, je vais peut-être devoir rajouter un micro central, voilà, parce que ou alors prendre un peu de distance, mais voir comment ça se passe. C'est aussi très dépendant de la façon dont la personne qui joue, parce que si cette personne-là frappe tout doucement sur ses cymbales et très fort sur sa caisse claire, voilà, ou à l'inverse, je vais pouvoir peut-être éloigner ou rapprocher
mes micros en fonction, juste pour moi entendre ça, mais évidemment, vous à la maison, c'est en fonction de votre objectif. C'est ça. Si l'équilibre entre les éléments est déjà ultra respecté, enfin ultra comme s'il devrait être dans le mix final, dans la pièce en jouant, donc volume simplement auquel on frappe kick, snare et les cymbales, bah là on peut se permettre d'être un tout petit peu plus loin de prendre une photo globale. Par contre, si on a un peu plus de mal à gérer ces différences, ou alors que le mix n'appelle pas nécessairement un équilibre naturel des batteries, comme ici ce sera du pop rock qui frappe assez fort, qui est très compressé, qui est très mixé en fait. Bah ici tout prendra beaucoup de place, donc ces cymbales doivent un peu apparaître et redisparaître, donc on s'en fout un peu que ce soit ultra précis comme image. C'est un point de vue, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc après tes overheads, qu'est-ce que tu écoutes ensuite? Alors, en général, ben, pour moi, ça c'est un peu voir si ça me donne une idée de l'image quand même de la batterie, de l'équilibre du jeu de la personne. Mais après, je vais me focaliser sur, pour moi, les éléments les plus importants d'une batterie, qui sont la grosse caisse et la caisse claire. Donc, ça, en fonction de mon inspiration du jour, ben, je vais attaquer la grosse caisse ou la caisse claire. Pour moi, ça n'a pas trop d'importance, mais je vais quand même, là, je vais continuer à les checker de façon indépendante avant de la mettre dans la sauce complète. Est-ce que tu demandes au batteur de frapper un truc à la fois, comme en live, kick, c'est ce que j'ai oublié de préciser, c'est que quand je commence à checker le son, je demande quand même toujours que ce soit tout le kit qui joue. Donc je check jamais les éléments séparés. S'il y a un moment les tomes, parce qu'à un moment les tomes, je veux juste bien voir comment eux sonnent. Mais en général, je préfère toujours avoir dans l'ensemble pour deux raisons. C'est la première, c'est que je vois toujours un peu ce qui revient d'autres choses dans le micro, parce qu'il y a certains micros, je vais quand même avoir envie de faire des EQ. Et si j'ai une caisse claire ou qui manque d'aigus, qui claque pas assez, je vais pouvoir monter dessus, mais je veux être sûr que j'ai pas été rechercher beaucoup de charlets, des choses comme ça. C'est ça. Et d'une autre façon, le fait que la personne qui joue la batterie joue l'ensemble, je vais avoir sa vraie frappe. Et je lui demande d'ailleurs spécifiquement parce que typique les batteurs ou les batteuses, on demande ok le kick, poc poc poc, ok maintenant on teste l'ensemble, pac pac, et là ça frappe vraiment. Donc le fait de jouer tout, c'est déjà ça va ressembler plus à la vraie frappe, et donc je vais avoir vraiment les transitoires, le contenu fréquentiel tel qu'il doit être en fait. Donc à ce moment-là, je fonce sur la grosse caisse et la caisse claire. Ici, à mon avis, j'ai dû faire la caisse claire. C'est ensuite, je suis dans une période caisse claire. Alors, caisse claire, dans les détails. Ici, sur le top, on a un BR Dynamic à M201. C'est un micro que j'aime bien parce que je le trouve assez... En général, il respecte bien le côté un peu de tout ce qui fait une caisse claire, un peu comme... J'ai envie de dire un peu quand même un SM57, mais j'ai l'impression que le SM57, il respecte ce qu'on aimait une caisse claire parce qu'on a trop l'habitude d'écouter une caisse claire au travers d'un SM57. Mais ici, en gros, ce qu'on s'attend de tout ce qui est important pour une caisse claire. Et en plus, je trouve qu'il est assez focus, il reprend pas trop les éléments autour. En fait, il a une vision très un peu comme ça. Voilà, c'est ça. Mais il voit tout, là où un 57, il est un peu plus ouvert, j'ai l'impression. Et en même temps, il se focalise plus sur cet aspect un peu agressif de la caisse claire. C'est ça, exactement. Ça peut être cool, hein. Mais... Et je trouve que pour moi, le M201 est un peu plus versatile à ce niveau-là. Mais ça m'arrive de temps en temps de remettre un 57 quand je veux un truc qui soit un tout petit. Justement, si le truc est un peu trop dark, peut-être qu'un 57 va ramener un peu ce qu'on veut avoir dans une caisse claire. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est ce que j'ai mis sur le top. Actuellement, j'ai juste un seul micro sur le top. Et un micro bottom. Dans ce cas-ci, j'ai mis un vieux AKG C3000B. C'est un truc que j'ai depuis très longtemps. Habituellement, je vais plutôt sur un AKG, un C414, qui sont tous les deux... Enfin, l'un comme l'autre sont des condensateurs plutôt large membrane, on va dire, les moyennes membranes, large membrane. J'aime bien les condensateurs sur les bottoms pour le moment, pour avoir le côté vraiment très timbre et très... tout ce détail qu'il peut y avoir dans le timbre et ramener toute cette vie de timbre et ce claquant que la peau de résonance a d'une caisse claire. D'habitude, je vais sur le C414. Ici, je l'ai pas pris parce qu'on était parti dans une optique où on allait tout produire, tout allait rester installé, on allait travailler relativement morceau pour morceau, on allait switcher d'un instrument à l'autre, même si on a fait les batteries d'abord. Et donc je savais qu'à un moment il y aurait des guitares acoustiques et que j'aurais peut-être envie de l'option du C414 pour les guitares acoustiques. Et donc je pouvais pas commencer à démonter mon kit de batterie. Donc j'ai pris l'option C3000 pour que ce micro ne bouge pas, qu'il reste toujours au même endroit.
Et d'ailleurs, à un moment, on a dû refaire des batteries après avoir fait des guitares acoustiques. Donc, j'étais T'as bien fait. Pour le coup, j'avais bien fait. Ici, le top, bah, il passe dans ma table de mix, donc dans la mec. Là, j'ai un tout petit peu fait d'EQ parce que j'aime bien la mec. Elle me donne un petit médium, un petit claquant, un truc un peu que j'aime, une petite couleur que j'aime bien sur la caisse claire. Et le bottom, il passe dans un API, un 512C, juste pour le côté très rapide, très respectueux, l'aspect transitoire et très explosif un peu de la caisse claire. Alors, le top, il sonne comme ceci. D'ailleurs, on entend un tout petit peu de temps en EQ, je trouve. Là où un 201 en général est beaucoup plus dark quand même que ça. Là, il y a cette petite pointe qu'on entend là, c'est l'EQ. J'aime bien. En fait, tu l'as SM57isé. Un petit peu, d'une certaine façon, mais avec un truc choisi, un truc différent. C'est ça. Ouais. Évidemment, ce qui est important quand on fait un son de batterie, c'est pour ça que j'aime bien que toute la batterie joue. Il faut l'imaginer évidemment en contexte. Donc effectivement, il y a cette petite pointe qui ressort, mais c'est pour que avec l'ensemble des guitares et tout, voilà, ça ressort juste un tout petit peu du mix, ça fait ce petit claquant. Tu me fais réécouter ça? Ouais. Tu fais le top avec ça en tête? Il y a vraiment ce petit pack qui ressort. Il n'y a pas énormément de vie derrière, mais c'est pas non plus pack. Il y a des caisses claires qui pourraient avoir plus de sustain, mais ça, c'est vraiment une question Là, c'est vraiment une question de goût. Ça, de nouveau, moi, j'ai un grand respect du point de vue du batteur. J'ai une discussion en amont, parce qu'il y a souvent deux teams dans les caisses clés. Il y a ceux qui aiment bien les packs, trucs très tendus, très réactifs, où le jeu, les ghost notes, ça ressort bien. Et puis il y a la team des poufs, c'est-à-dire que quand ça tape, ça... Voilà. Et là, on a en général plus de sustain. Le rebond, c'est différent. On est dans des sons avec plus de corps. Avant, j'avais tendance à avoir mes goûts personnels là-dedans, et puis je me suis dit, en fait, ça c'est propre à la personne qui joue la batterie. Et à partir de là, j'ai une discussion pour être sûr que voilà, la personne est bien consciente qu'elle est dans la team tic ou pouf. Et après, on adapte un peu en fonction quand même par rapport au morceau. Il peut y avoir parfois des tensions, surtout dans la team pouf, et une note qui est plus marquée, qui parfois colle pas toujours avec l'ambiance du morceau. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi le côté un peu harmonique, quand c'est fort tendu comme ici, il peut y avoir des harmoniques. Ici, je pense qu'on avait mis des Moongel. Ça peut... Je sais plus si dans ce cas spécifique, on en a rajouté. Non, je pense pas, parce que c'était déjà une bonne batterie. C'était réglé comme il voulait que ça sonne. Il avait déjà... tous ces petits soucis de résonance étaient déjà un peu réglés. À part le floor tom où là, on a un peu plus galéré, mais globalement, là, on était déjà bien sur cette batterie. Alors, le bottom maintenant de la caisse claire sonne comme ceci. Voilà, donc là tout de suite on entend très fort le timbre. Toutes ces petites ghost notes là, le timbre réagit très fort, comme ça, toutes ces petites variations. Évidemment, on sent aussi... on n'a pas trop de grosses caisses encore dedans. Ça va, ouais. Là où sur ton stop, il y a quand même beaucoup d'éléments en plus de la caisse claire, pas mal. Enfin, j'ai entendu plein de micro-tops, ça va, honnêtement, il n'y a aucun problème. Là, sur le bottom, c'est beaucoup plus précis. C'est plus, plus focalisé. Alors, je sais plus, le C3000B, il a la position hyper cardio, mais je ne sais pas si je l'ai mis en hyper cardio dans ce cas-ci, c'est possible. Je vais essayer de faire un travail de détective sur les images. C'est ça, il va falloir du bon zoom. Mais il est fort probable que je l'ai mis en hyper cardio pour éviter justement récupérer de la grosse caisse et ce genre de choses. Et donc les deux ensemble, ça sonne comme ça. Voilà. Là, c'est cool. Tu récupères un peu de corps quand les deux s'associent. C'est ça. C'est pour ça qu'on utilise aussi le bas, évidemment. Quand on écoute des éléments séparés, ça peut toujours être un peu bizarroïde, mais il faut toujours imaginer ça dans l'ensemble. Et c'est l'interaction de tout en général qui fait. À noter encore deux éléments importants sur ces deux prises de son, enfin sur ces deux pistes. C'est sûr que le top, j'avais quand même un petit peu compressé avec un DBX 160 que j'ai là derrière. D'ailleurs, on a une vidéo qui fait tout le rack. Donc chaque fois qu'on parle d'un préamble, d'un élément, si vous voulez voir, tout le matos du studio est détaillé dans
dans cette vidéo. Donc il y a une petite compression que j'ai mis quand même sur la snare. Je sais plus pourquoi je l'ai fait à l'époque dans l'ensemble, je sais plus sur quel morceau, mais sûrement que je voulais juste avoir un tout petit peu de contrôle. J'ai pas été d'éléments, enfin j'ai sûrement pas été de façon drastique, mais j'ai peut-être voulu aller chercher un tout petit peu plus ce snap, ce petit pack qui sortait. C'était un peu l'idée, je pense. Et autre élément important sur le bottom, j'ai mis mon IBP, donc le Little Lab, qui permet de travailler un petit peu la face. Ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. J'en parle un peu plus de nouveau dans la vidéo dont je viens de parler en long et en large, mais en gros, c'est quelque chose qui permet, plutôt que la seule option qu'on ait, c'est en phase et rotation à 180 degrés en inversant la polarité du signal, ben là théoriquement c'est un peu toutes les options entre les deux qui permet d'aller chercher ça. Alors j'essaye pas de nouveau de façon, au début je faisais ça de façon très scientifique, j'essayais d'avoir le tout vraiment aligné. Ici je cherche vraiment, sachant que c'est des outils qui chipotent en fait dans des rotations de phase de façon analogique, basées un peu sur des fréquences, donc c'est pas sans conséquence, mais moi ce qui m'intéresse c'est que ça fasse quelque chose de bien à l'oreille. Donc j'essaye d'écouter avec et sans, et je change jusqu'au moment où j'entends ce que moi j'ai envie d'obtenir. En général c'est plutôt quand même focalisé sur le fait de pas dénaturer le son en lui-même, son contenu fréquentiel, et surtout comment réagit toujours la transitoire et comment le respect de l'attaque est là. Donc il faut que ça cogne, et il faut pas que ça filtre de façon à ce que ce soit le timbre de l'instrument soit complètement dénaturé en fait. C'est un peu ce que j'essaie d'écouter. La plupart du temps, une caisse claire à mon sens qui n'est pas bien en phase, ça fait un truc un peu on perd plein de choses. Quand c'est très bien en phase, t'as une attaque très franche et ça fait un. C'est ça. Il y a beaucoup plus de corps dans la caisse claire quand c'est bien en phase. C'est ça, et c'est ce que j'essaye le plus possible quand j'utilise les Little Labs, c'est ce que j'ai fait aussi sur la grosse caisse. Et donc en gros, j'enlève la piste, je la remets, j'essaye de voir. Mais ça, je vais peut-être l'expliquer. Tiens, plus sur la grosse caisse, ça sera plus parlant. Donc une fois que j'ai fait ma caisse claire, cool, je vais d'abord aller faire ma grosse caisse. Alors là, la grosse caisse, j'utilise en général 3 micros. J'ai un micro, si on les prend dans l'ordre, là j'ai le sub, qui est, on a une vidéo sur le sujet, mais qui est en gros plutôt un générateur de fréquences grave, on va dire. En tout cas, il donne du grave, du sub, comme son nom l'indique. Enfin, il retransmet. C'est un demi-micro parce qu'il capte le son, en même temps il en crée un peu. Voilà, c'est ça. Il est focalisé que sur les fréquences graves, et en même temps il génère une espèce de résonance grave, on va dire ça comme ça. Donc il donne du bout, en gros. Dans mon but, c'est ça, c'est d'abord du bout. Voilà. Ça fait boum. C'est ça. Tout seul, on ne saurait rien en faire parce que c'est quand même très dark, mais ça vient juste amener le boom du truc. Que ce soit lui ou les deux autres micros, pour le coup, ici, je les ai passés à chaque fois dans la table de mix. Donc c'est vraiment le préampli de l'Angela qui donne le son. Avec un peu d'EQ ou pas? Alors le sub, je pense pas. Le sub, j'ai pas touché. Le kick in et le kick out, oui. Okay. De mémoire, dans le kick in, j'ai peut-être enlevé un peu de résonance grave parce que j'ai utilisé un D6 qui lui en donne beaucoup. Et j'adore son attaque, mais parfois il donne trop de grave qui mélangé au kick out, c'est un peu too much parfois. Donc j'ai un peu enlevé, à mon avis, la résonance. Enfin, de mémoire, j'ai enlevé un peu une résonance un peu dans le bas. Et le kick out, je ne sais plus, mais souvent ça m'arrive d'aller chercher juste un tout petit peu d'attaque dessus. On écoute un peu celui-là? Ouais, donc le kick in, donc le D6 à l'intérieur. Là, c'est vraiment mon micro attaque. C'est vraiment, j'aime bien le pic dedans. Après, je vire pas forcément tout ce qu'il y a derrière. J'écoute un peu comment ça se mélange. Et de nouveau, avec le Little Lab, je vais pouvoir jouer avec cette espèce de rotation de phase pour en faire quelque chose de cool. Et éventuellement, en fonction, je peux peut-être encore aller enlever des fréquences. C'est un peu comme des pièces de Lego. On essaie de trouver deux qui vont vraiment bien ensemble. Ou alors un petit Tetris. Voilà. C'est ça. J'essaie et que la ligne s'aligne bien. C'est ça. C'est cool dans des triste après, c'est qu'elle disparaît. Mais bon, voilà. Et j'ai plus de grosse caisse. Ah oui, alors le kick-in, il était un tout petit peu compressé de nouveau avec le DBX. Sûrement que j'ai voulu encore aller chercher un petit peu cette attaque et ce punch en plus. Le DBX, c'est vraiment ça qu'il fait. C'est ça, oui. Il accentue cette première. C'est pour ça que je les aime bien. Souvent, ça m'arrive d'utiliser aussi les API pour avoir aussi ce côté très respectueux des transitoires et très rapide. Je pense qu'ici, je suis passé par l'Angela aussi juste pour avoir un petit peu les EQ. Parfois, c'est un choix. Ça m'arrive d'utiliser les API et puis de refiltrer ça dans l'Angela, mais voilà, ici, j'ai fait
c'est mon inspiration du moment. Mhm. Alors, le kick out, là, c'est un Beta 52 qui est rentré un tout petit peu dans les vents. Le but, Très différent là. ouais, c'est ça. Le but, j'ai peut-être pas expliqué, mais le kick out, pour moi, c'est là où j'ai le micro qui me donne un peu le son de la grosse caisse un peu plus classique. Ok. Le kick-in, c'est vraiment l'élément que je vais avoir besoin en mix quand je vais aller chercher vraiment de l'attaque et ce côté claquant et attaquant de la grosse caisse. Et le sub va venir contrebalancer ce côté attaquant par un côté un peu bouffe, le côté un peu rond, ce qui me permet un peu d'avoir les extrêmes un peu de la grosse caisse et en fonction aussi, de mes besoins. Il y a des morceaux qui sont plus... Chez eux, surtout, ça change beaucoup d'un morceau à l'autre. Donc, il y a des morceaux qui sont plus doux, des morceaux plus percutants et ça me laisse plus de choix. D'ailleurs, il y avait un morceau qui était tellement doux, c'était encore trop percutant, donc là on a remis du tissu autour de la grosse caisse pour avoir un truc encore un peu bout. Ah ouais. Voilà. Cool. Et donc là ça me permettait d'avoir je le fais à peu près sur toutes les batteries, mais en général ça me permet une option. Le sub lui est optionnel, mais il y a moyen de le générer aussi d'autres façons, mais voilà. Ça t'arrive de ne pas utiliser un de ces 3 micros au mix? Ça peut arriver, oui, en fonction de ce que je veux, tout à fait. Des trucs très rapides, double pédale à fond la caisse, le sub va peut-être pas, ça va peut-être juste ramener du bordel, quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, le passage juste après où ça fait poum, peut-être, ouais, là ça peut ça. être cool. Ouais. Ça laisse des options. Maintenant, c'est sûr que vous à la maison, vous avez peut-être pas cette possibilité d'avoir autant de micros. Par exemple, si vous n'avez pas cette option-là, mais maintenant vous avez entendu un peu comment ça sonne un sub et à quoi ça peut servir, et il existe un plugin gratuit chez Waves Factory, on avait fait même une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description, où vous pouvez régénérer un peu ce genre de son et aller faire quelque chose de similaire. Qui simule en fait exactement le micro qui est utilisé là dans la pièce. Exactement. Ouais. Alors, le kick out, donc comme j'expliquais, c'est un Beta 52 juste à l'entrée, pareil, qui passe dans la mec, elle sonne, ce micro sonne comme ceci. Là, moi, ce que j'entends, c'est le Beta 52, mais avec l'EQ de la table qui rajoute de nouveau ce petit côté tic-tic et qui fait un lien avec le D6, qui fait que ça ramène un peu ces deux micros un peu dans une... ça les met un peu plus en commun, d'une certaine façon. Là où d'habitude, ces deux micros sonnent quand même plus différents que ça. Tu veux un peu écouter le mélange de tout ça? On va commencer avec les trois ensemble et puis je vais en retirer un et puis retirer l'autre et ainsi de suite, comme ça vous voyez l'apport de chaque micro à l'ensemble du son. On entend bien, je pense que chaque micro a son rôle et que en fait, dès qu'on enlève un des trois, le kick a l'air pas naturel, pas complet. Et dès qu'elles trois ensemble, bah, tout fonctionne bien et tous sont base et ça fait un gros kick bien cool, bien précis. Pour faire le son. Et dernière chose, bah, pareil, j'ai utilisé l'IBP, le Little Lab, qui me permet de jouer sur ce genre d'éléments. Ce dernier truc qui me permet d'en faire un son. J'en mets pas sur le micro out. Pour moi, c'est un peu mon micro référence et je le fais sur le kick in et le sub et que je les aligne un peu sur ce kick out, quoi. Donc même principe que l'autre, mais ce que je fais, c'est que je cherche un endroit où je trouve ah là ça coule. Ça sonne cool. Je mute le micro. Donc imaginons j'ai commencé sur le kick out, j'ai mis le kick in en phase, en tout cas à mon oreille, un truc que j'aime bien. Avec ce là, ouais. C'est ça. Je mute le kick in, j'écoute et là j'essaie d'avoir le son du kick out. Je remets le kick in et je veux retrouver le plus possible mon kick out avec un truc en plus. Si je perds mon kick out, c'est que je suis pas dans un endroit qui est intéressant. C'est qu'il y a des choses qui se mélangent et qui se perdent. C'est ça. Et bon, éventuellement, si ça m'amène un truc en plus, encore plus intéressant, mais si j'ai fait un son de kick-out qui est cool, normalement, c'est comme ça que je fais. Parce qu'au début, je ne savais jamais, je le faisais à l'image, je regardais, j'inversais la phase, je me dis, tiens, à l'endroit où j'ai presque plus rien, c'est le bon endroit, puis j'inverse, mais je suis rendu, ouais, techniquement, c'était parfois mieux, mais artistiquement, esthétiquement parlant, c'était pas forcément plus intéressant. Donc là, je fais plus confiance à mes oreilles et je me laisse pas trop influencer par ce que je vois à l'image dans ce cas-là. Parfois, c'est un peu décalé, mais si ça sonne, c'est cool. Exactement. Voilà. Après, ça demande aussi une certaine expérience. Ouais. T'as dû faire ce choix sur énormément de batteries, donc forcément, aujourd'hui, tu sais un peu mieux comment ça va
qu'est-ce que ça va donner au mix aussi. Mais c'est un petit truc que je donne, c'est pour savoir aussi un problème de phase ou pas. On mute le deuxième ou le troisième, les micros qu'on mélange. On dit voilà, ça c'est mon son, je remets les autres. Si j'ai pas ce son-là avec quelque chose en plus, c'est que j'ai cassé quelque chose. Ça c'est un petit truc. Très, très bon truc. C'est depuis que j'ai fait ça que j'ai trouvé la meilleure solution pour savoir Pareil. si j'étais content avec l'interaction des phases entre mes micros, typique dans une batterie où il y a plein de micros, quoi. Et pas se perdre pendant 3 heures à essayer de tout recaler en face Au bout d'un visuellement. moment, Parce que là, et puis au bout d'un moment, à trop réfléchir, on n'entend plus. Donc, il vaut mieux faire ça et être assez rapide. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est ça. Alors, en général, quand je fais ça, je remélange tout ça dans mes overheads. Ok. Et donc jusque là, t'as écouté que les micros individuels. J'essaye d'avoir un coup grosse caisse claire, un truc qui les deux sont équilibrés, ça se passe bien. Et je vais remonter, je vais descendre le fader de mes overheads. Et là, je vais le monter jusqu'au moment où j'ai un truc qui tient dans l'ensemble. Ça sonne un peu comme ça, quoi. D'abord kick snare pour que ça fasse un truc qui me plaise. Ok, là le balancement est cool. Et puis après, je vais revenir mélanger les overheads dedans jusqu'au moment où j'entends bien les cymbales, tout ce qui doit aller un peu autour, sans que ça n'altère trop kick snare. Enfin, en tout cas, si à un moment j'entends que kick et snare changent de trop, je dois remettre plus bas. Mais normalement, si j'ai bien focalisé sur mes cymbales, ça n'arrivera pas, quoi. On peut peut-être essayer, tu peux peut-être les pousser un tout petit peu pendant qu'on écoute, ouais. Alors ici, vous avez entendu, dès qu'on entend un peu trop cette room sur la caisse claire et le kick, dès que le kick commence à faire un peu en plus, c'est peut-être un peu trop loin. C'est ça, là elle devient loin. Ça peut être cool, mais... Et la caisse claire même perd un peu de son corps. C'est à ce moment-là aussi, je check si j'inverse la polarité des overheads par rapport à la caisse claire, j'essaie de trouver le meilleur là, en général, c'est un compromis, donc le meilleur compromis. Sauf que tu n'as plus encore 50 Little Labs de j'ai tour. J'ai pas envie d'en mettre sur... voilà, à un moment, il faut que ce soit un peu fluide et que ça avance. Mais c'est à ce moment-là que je check. Et là, oui, quand on monte trop fort, je trouve que là, c'est pas ouf. Mais quand je redescends, ça se mélange bien. Donc si ça fonctionne comme ça, les cymbales sont quand même bien présentes. Ouais, c'est ça, parce que quand on monte fort, effectivement, ça gêne, mais les cymbales là sont beaucoup trop forts. Donc j'essaie pas d'améliorer quelque chose qui n'est pas nécessaire. Enfin, pour moi, c'est déjà suffisant comme ça, quoi. Et toujours garder en tête que l'équilibre qu'on cherche, c'est l'équilibre du mix. Donc c'est pas nécessairement l'équilibre juste du son de la batterie. Oui. C'est l'équilibre. La cymbale, elle doit pas gueuler dans un mix. Elle arrive, elle redisparaît, ça s'en fait le boulot qu'il fallait faire. C'est pas nécessairement le truc qu'on va avoir le plus fort. C'est ça. Alors, en général, à ce moment-là, j'aime bien checker un classique, c'est d'aller sur le charlet et la ride, juste maintenant pour ramener les cymbales rythmiques qui sont souvent là la plupart du temps dans le mix, enfin principalement le charlet. Alors, le charlet, ici, j'avais mis un SM7 qui passe par le Focusrite Red. Alors le Focusrite, pourquoi? Parce que c'est le préampli qui marche le mieux pour ça. Mais comme j'expliquais dans la vidéo, voilà, je l'ai acheté pour des raisons diverses et variées. Et je l'aime bien là-dessus, mais n'allez pas acheter un Focusrite 7 juste pour faire des charlets, quoi. Ça sonne comme ceci. Voilà, donc on entend. C'est intéressant comme ça, ouais. On entend le charlet principalement. Il y a quand même de la caisse claire dedans, c'est inévitable. Forcément. Ça me dérange pas trop parce que je n'entends de nouveau d'expérience pas une caisse claire qui va me déranger dans le sens où je sens que le charlet, je vais plutôt lui enlever quelques fréquences et dans le pire des cas, la caisse claire va disparaître plus. Il n'y a pas quelque chose que je dois aller réélever sur ce... Bon, en plus là, le charlet est ouvert, donc forcément, ça renvoie encore plus. Ça te dérange pas du tout qu'il est quand même très dark en son, il n'y a pas beaucoup de brillance dans ce charlet? Moi, en général, non, parce que J'en pourrais se dire, tu vois, quand t'écoutes un charlet dans la pièce, qu'il y a beaucoup plus de... Oui, mais on veut pas que ça commence à rentrer dans les voix, dans ce genre de trucs, dans les guitares. Donc moi, qu'il soit un petit peu comme ça pointu dans cette zone-là, ça me choque pas outre mesure. Bon, après là, c'est un charlet ouvert, donc
la plupart du temps, charlet ouvert, je sais que je vais en général pas trop le mettre. Parfois, peut-être que la piste charlet va peut-être même passer. Ça dépend comment tout va être mixé, mais non, moi, perso, ça me dérange pas. Okay. Tant que faudrait voir un endroit où il est fermé. Quand il est fermé, il faut que dans l'ensemble, il sonne bien. Là c'est un endroit, je crois, fermé. Là, pour moi, il est assez complet, voilà. Là, le cas ouvert, c'est pas le cas le plus courant. C'est toujours un compromis, hein, évidemment. Donc, c'est vrai que la caisse claire ici sonne assez. Il n'y a pas beaucoup de détails, ce qui est aussi un peu ici le SM7B qui est un micro dynamique. Dynamique, ouais, parce que j'aurais mis un condensateur. Là, il aurait repris beaucoup plus d'éléments, de détails. En général, ce micro-là, dès qu'il me permet de donner un tout petit peu de définition de présence au charlet, en général, j'ai assez avec ça. Maintenant, si en cours de route, on fait une prise de son, dans la prise de son que j'ai réglée sur un charlet fermé, tout d'un coup, un autre morceau, il y a le charlet ouvert, on n'avait pas checké et que c'est gênant, là, je vais peut-être envisager une autre solution. Mais comme ici c'était le SM7, de toute façon, je sais pas si à la prise de son on a checké avec le charlet ouvert, j'aurais mis un KM 184, j'aurais peut-être eu plus de problèmes et là j'aurais peut-être changé mon fusil d'épaule à ce moment-là, dans la prise de son. Mais voilà, pour moi c'est cool, comme ça c'est cool. De manière générale, tu utilises souvent le SM7 sur le charlet ou c'est... Ça ou le 184. Okay. C'est souvent donc les quand deux même aussi quand même dynamique ou l'option un peu plus fermée, surtout quand il y a une caisse claire tendue, je vais peut-être utiliser plus le SM7 pour que ça repasse moins dans le micro, qu'un condensateur aura peut-être plus tendance, que si j'ai une caisse claire pouf, la team pouf qu'on explique tantôt, un 184 me dérangera moins, mais je dois avouer que je crois que j'intellectualise plus vraiment ce genre de choses. J'entends une batterie et j'imagine un peu, voilà, c'est un peu comme quand on conduit, on dit plus, ok, je dois passer la deuxième, donc pédale d'embrayage, je passe la deuxième, là je remets les gaz, voilà, c'est le mouvement, il se fait tout seul, mais si j'intellectualise le truc, voilà. Et en fait, si quand j'ouvre ça me plaît, c'est cool. Et si j'ai un problème, alors là seulement je vais commencer mais on reste quand même sur ce principe de un peu la complémentarité entre le choix du micro et le son dans la pièce. Tout à fait. Forcément. Donc deuxième micro de cymbale un peu important de la ride. Ça souvent, parfois, dans certains cas, ça ressort presque aussi fort dans les overheads, donc je m'en sers pas toujours, mais c'est surtout quand j'ai besoin d'aller chercher un peu de détails et de présence, surtout dans des passages spécifiques, ce qui est le cas ici en fait. Ici c'est un C3000 de nouveau, donc condensateur plutôt large membrane, que j'ai passé dans l'Universal Audio, le 710. Habituellement, j'utilise les 710 pour mes overheads, mais là, pour le moment, j'en ai un qui altère un peu le son, et donc du coup, j'arrive plus à avoir des overheads corrects, donc ça, faut que je le fasse réparer. Et c'est des préamplis que j'aime bien parce qu'il y a la fonction un peu tube, enfin même quand il est en tube ou en transistor, en général moi je le mets plutôt sur tube quand j'utilise sur des cymbales aux overheads parce que ça adoucit un peu juste légèrement le son. Et c'est des préamplis qui marchent bien à la saturation, qui ont une saturation assez naturelle, et je trouve qu'ils sont cool sur des overheads ou même parfois sur une caisse claire, ça peut être chouette. Tout à fait. Et donc c'est un préampli dans lequel je n'hésite pas à rentrer dedans jusqu'au moment, quand je fais un son, souvent je calibre pas mon son par rapport à où ça module au vumètre ou dans Pro Tools. En général, je rentre dedans jusqu'au moment où j'entends qu'il y a un endroit où je trouve que ça sonne bien par rapport à ce que je cherche, et je diminue juste mon niveau de sortie. En général, je fais les deux en même temps, et je dis ok, là il se passe un truc. Et sur le 710, je trouve qu'il y a vraiment un endroit où boum, tout d'un coup ça s'ouvre, en général au-dessus du repère 4. C'est cranté de 4 sur 10. En dessous de 4, en général, il se passe rien dans ce préampli. Et au-dessus, ça commence à donner un truc intéressant. Et plus on monte, et plus parfois il drive, et plus il va juste ajouter des harmoniques un peu sympas qui donnent de la définition et qui enrichissent le son. Là où certains préamplis, je sais pas le faire avec les 512 parce que sur ceux-là, il n'y a pas de niveau de sortie, où ça fait un cric et ça fait clipper mes convertisseurs. Enfin, c'est très moche. C'est dommage, hein, parce que ce serait cool de c'est pouvoir ce qu'ils le faire, si je dis pas de bêtises, c'est pour ça qu'ils ont fait les 512, je sais plus quelle référence, où ils ont rajouté un truc de sortie.
Voilà. Et mettre un pad derrière, ça fait pas le même effet, donc c'est pas la même chose. Parce que le pad derrière. Ouais, c'est ça, mais alors du coup, ça de nouveau, ça travaille plus forcément dans le même, de la même façon, donc voilà. D'ailleurs, si jamais vous entendez des gens, surtout des gens un peu de la vieille école, dire bah tiens, j'ai fait driver mes préamplis, etc. Tu ne peux pas faire ça sur une carte son classique de maison. Non. Parce que là, le préampli va directement dans le convertisseur. Donc, si on fait driver les préamplis, bah, on sature le convertisseur d'office. Donc, ça, c'est pas possible. Oui, tu obtiens une saturation, mais c'est pas beau. Voilà. Là où, par contre, si ta saturation est entièrement analogue et après tes convertisseurs ne saturent pas, comme c'est d'ailleurs le cas ici, on voit sur cette ride, elle est coupée au couteau. À partir d'une certaine hauteur, il n'y a rien qui dépasse parce que, en fait, c'est le préampli qui a saturé. Qui a empêché que ça aille plus haut. Parce que là, c'est pas, ici, on voit que c'est pas la limite du convertisseur, puisqu'ici on voit que ça va beaucoup plus haut, et donc c'est vraiment le préampli qui fait que ça va pas plus haut que ça. C'est ça. Et parce que lui-même en interne. Et c'est pas gênant parce que c'est fait entièrement en analogue, on n'a pas cette saturation de convertisseur. Moi, je l'avais même pas vu en fait, parce que je regarde pas ça. C'est toujours l'oreille qui, peut-être un peu trop dans certains cas. Mais du coup, voilà, dans l'ensemble, pour moi, il faut que ça sonne. Donc peut-être qu'on va l'écouter en solo, peut-être que ça va saturer, que ça va être moche. Mais en général, ces préamplis-là, j'aime bien les faire un peu driver parce que ils ramènent ça enrichit vraiment le son dans ce cas de figure. Alors en solo, la ride, elle sonne comme ceci. Donc il y a un petit passage ride. Ce qui est peut-être intéressant ici pour moi, c'est quand même, ça reste souvent la ride, c'est plus un micro d'appoint, donc c'est plutôt voir l'intérêt de ce que ça ramène dans l'ensemble de la prise de son de la batterie. Là, c'est ma balance comme quand on a travaillé, donc il va quand même assez fort dans ma balance, je m'en rends compte. Sans, la ride est fine et loin. Là, non seulement ça la rapproche, mais en plus, ça gonfle, sont probablement dû à la petite saturation que j'ai utilisée. Maintenant, ça va fort. Donc, l'inconvénient souvent avec la ride, c'est que ça peut, s'il y a une crash pas loin et qu'à un moment le batteur joue une rythmique en crash, souvent ça ressort fort dans ce truc-là. Donc, ça, j'essaye de pas. D'habitude, je la mets pas si fort, il me semble, dans la balance. Là, je sais pas pourquoi elle va si fort, mais je sais qu'en mix, de toute façon, je vais l'utiliser que dans les endroits où il y a de la ride et éventuellement. Tu vas découper carrément ce qu'il y a dessus. Voilà, si j'en ai besoin, voilà. Je vais la mettre dedans. Si ça gêne, voir parce que parfois la crash sort, mais de façon un peu, comme elle est un peu hors axe, elle fait très. Peut-être que je vais enlever ces fréquences-là et que ça va rien m'enlever dans la ride, donc je vais voir. Voilà. Toujours un compromis, ouais. Pour moi, c'est pas le micro le plus important, mais c'est cool de l'avoir pour ces moments-là. Ça évite de devoir utiliser des overheads et ce qui m'est déjà arrivé dans des mix qu'on m'a envoyé où il y avait que les overheads, mais on n'entend pas la ride à ce moment-là ou tel cymbale. C'est de faire des petites automations avec peut-être un EQ parce que sinon voilà, ça dénature le son. Créer une autre piste, copier les overheads, enfin voilà. C'est une piste de luxe quand on peut se permettre pour avoir cette définition. Voilà. Et puis ça dépend entièrement de ce qui est joué dans le morceau, du style de jeu de la personne qui joue, parce que oui, bien sûr. Si ça se trouve, la ride n'est pas du tout importante. Si ça se trouve, en fait, c'est le élément le plus important dans les cymbales. C'est ça. C'est très 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 variable. C'est presque lié au style, j'ai envie de dire. C'est ça. Alors ensuite, une fois que j'ai tout ça, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est soit je check un peu les micro-rooms, soit je check les toms, parce qu'il reste plus que ça. Les toms, pour moi, ça reste que des éléments ponctuels à ajouter dans la sauce. Comme là, j'ai quand même tout bien séparé. En général, si on joue sur les toms, ils restent quand même très éloignés. C'est peut-être le moment de checker les toms. Il y a 3 toms. Il y a un 10 pouces, un 12 pouces et un floor tom de 16 pouces. Sur les 2 toms, les 10 et les 12, les tom rack, j'ai utilisé des 4-21. J'aime bien ceux-là parce qu'en général, ils ont une petite bosse comme ça aiguë qui fait que j'aime bien une attaque. Du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté... j'aime bien avoir l'attaque, moi, en général, de tous les éléments de batterie, enfin de toutes les caisses, on appellerait les caisses. Et ce micro-là, je trouve un chouette truc sur les toms. Sur le floor, là, j'ai utilisé un D112. C'est un truc que je fais souvent. Alors, on pourrait se dire, oui, pour que ce soit homogène, on met 3 fois les mêmes micros. Moi, ça me dérange pas d'utiliser un micro d'une autre marque qui sonne différemment.
parce que le floor, je trouve qu'il y a un côté plus massif qu'on aime bien avoir la plupart du temps et que je trouve que le D112 rend ça mieux qu'un 421. Après, un troisième 421, c'est très cool aussi, ça marche très bien, juste que le D112 me donne un truc un peu plus gros et quand il y a des passages vraiment en tom, bah voilà. Un peu plus bas en puisque c'est un micro qui est prévu à la base plutôt pour des grosses caisses, j'aime bien ça. Et quitte à, avec un EQ, aller juste ramener tout le monde dans un peu dans le même... Comment je vais dire, un peu dans la même zone, ça me dérange pas. Surtout que la plupart du temps, un floor tom, par définition, souvent je trouve, est un peu à part de tom, parce que de toute façon, soit il est beaucoup plus grave, enfin le fait qu'il y ait 3 pieds dessus, déjà rien que ça, sa résonance souvent est différente, souvent il est beaucoup plus profond. Et quelque part, je trouve que le D112 permet juste de rendre ça, et puis après avec des EQ et au mix, je les remets juste un tout petit peu dans la même truc. Et... Je trouve même aussi que le D112 par rapport au 421 spécifiquement, c'est un combo en fait qui est assez uni déjà. Tu vois, tu pourrais mettre un D6 de chez Audix où là ça sonne complètement différent. Bien sûr, oui, non, là, rien à voir. Le D112 et les 421 ont un médium qui est assez lisse et qui est assez similaire. Et je pourrais mettre aussi un 57 qui serait différent, mais perso ça me dérange pas. Le tout c'est de savoir comment on va cuisiner ça derrière, quoi. Alors le tome de 10 sonne comme ceci. Là je sens que je vais au mix, là je vais galérer. Parce que pour avoir ce son de tome, et en plus j'ai été remettre un petit EQ, de nouveau on sent ce EQ un peu de la mec qui donne ce petit pac, ce truc là, que moi j'aime bien, mais alors là sur la caisse claire c'est la cata. Donc là, ça ramène un truc dans la caisse claire qui est vraiment dégueulasse. Donc là, c'est un choix. Forcément, c'est un tome de 10. C'est un petit tome qui est assez proche de la caisse claire. Alors, j'aurais pu mettre des gates déjà à la prise de son. Il faut savoir que moi, j'ai un setup de prise de son et un setup de mixage. Et donc, j'ai des gates plus précis et plus efficaces en mix que je vais pouvoir utiliser et que j'ai pas ici. Donc ça, c'est un choix. Voilà. Je sais qu'avec ce que je vais utiliser, longtemps j'utilisais le Deep Leader qui marchait bien pour ça, il y en a chez Slate aussi, maintenant j'utilise le silencer de chez Black Salt Audio. Je sais qu'avec ça je vais pouvoir plus ou moins isoler cette caisse claire, dans le pire des cas il y a toujours moyen de découper, donc là, voilà, ça c'est un compromis. Là on est vraiment sur un compromis. Si je avais pu avoir ce tome là avec moins de ce son là de cette caisse claire, ça aurait été cool, mais là on sent tout de suite que ça va un petit peu interférer. Et ici là c'est le classique de où est-ce qu'on place les micros exactement. On pourrait essayer de placer les micros de côté pour qu'ils ne visent pas la caisse claire. Le problème c'est que là il a autre chose, de l'autre côté il y a l'autre tome, donc on est toujours dans un compromis. Dans un compromis. Et là, j'ai décidé de faire le compromis minimum, sachant que derrière, d'expérience, que j'avais les outils pour... ce serait pas un problème, en fait. C'est ça. Alors, on voit même que ton préampli a aussi saturé ici. Il a aussi tout découpé. C'est pas très grave. Parce que, ok, on n'a peut-être pas la transitoire complète de cet homme-là, mais on part quand même du principe que sur tous ces éléments-là, on dit depuis tout à l'heure, on exagère l'attaque, etc. Sauf qu'au mix, on va après découper cette attaque pour que cette transitoire ne soit pas aussi énorme. Ce qui nous intéresse, c'est la couleur de l'attaque, c'est sa franchise. On aime bien que ce soit une personne honnête, etc. Mais bon, après, derrière, tout ça, toutes ces transitoires vont être contrôlées, vont être coupées, vont être parfois limitées, clippées, enfin soit, pour en fait les ramener à ce qu'on a ici qui est déjà clippé ou préampli. Même si on a un problème technique comme ça, c'est pas toujours un réel problème. Ouais, en fait, ici, la table, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est le même principe. Je rentre au gain dedans, je regarde pas ce qui se passe en sortie ou quoi que ce soit. Et de nouveau, j'aime bien que cette saturation vienne enrichir le son, même si ça sature, si ça clippe. Tant que ça marche dans la sauce, pour moi, c'est cool. Tome de 12. Ouais, tome de 12. Voilà. Ok, beaucoup plus concentré là-dessus, ok. Ouais, c'est ça. Là, on sent juste qu'il y a un peu la grosse caisse qui vient un peu le faire vibrer. Mais de nouveau, j'aurais pu mettre des gates à la prise de son. Je sais que ça va ramener un peu de trucs, mais dans l'ensemble, ça m'a pas gêné pour travailler. Et alors, le floor, lui, c'était un autre combat. Beaucoup de sons. Là, il y a beaucoup d'éléments. Là, on a plus galéré avec ce floor parce qu'il avait un sustain excessivement long. On l'a un peu torturé. Voilà, ça c'est là. En définitive, quand on l'écoute seul comme ça, il n'est pas très sexy. Mais dans l'ensemble, ça c'est le meilleur compromis, l'ensemble comme on voulait, quoi. Si on les écoute maintenant, c'est ce roulement avec tout le reste de la batterie, juste enlever les rooms pour le moment qu'on n'a pas encore checké.
Voilà. Là, je sens tout de suite que le floor, il a pas cette résonance et cette profondeur des autres. Ça, de nouveau, c'est un compromis, un choix. Je sais que j'ai gardé un peu cet aspect attaque en sachant que d'une autre façon, je rajouterais au mix le côté un peu plus massif qu'on aurait bien voulu d'un 16 pouces, quoi. Dans l'idéal, ce serait pas ça, mais tu avais soit le choix de passer plus de temps à le tuner, changer des micros, expérimenter, blabla. Tuner, on a essayé, on n'arrivait pas. Il fallait presque mettre un autre floor tom. D'ailleurs, il y a un autre morceau. En fait, c'était un choix avec le batteur. Il aimait bien ce côté attaque et percussif des toms. Et il y a eu 2 autres morceaux où, du coup, ça fonctionnait pas dans les morceaux, ce côté trop percussif. Entre autres, celui où on a remis un tissu autour de la batte. Et là, en fait, on a carrément été chercher d'autres toms à ce moment-là. Ça a pris, on a pris, j'ai d'autres batteries ici dans le studio. Et donc, on a viré son floor tom, on a mis 2 autres floor tom. On a viré ces 2 rack tom et on a mis un autre rack tom. Donc, on a vraiment eu un kit de tom d'une autre batterie qui là avait plus ce côté boum boum qui était nécessaire aux 2 autres morceaux. Que ici, de façon globale, il voulait des trucs très il voyait un peu les toms comme des petites percussions et pas comme des toms où on fait poum poum poum, le truc un peu voilà. Donc c'est un choix. Oui, voilà, c'est ça. C'était pas trop l'idée. Donc c'est un choix que je dis OK, avec le floor c'est peut-être pas l'idéal, mais je sais que derrière je pourrais en faire ce qu'il faut. Donc, de nouveau là c'est un compromis. Donc ça c'est un compromis que j'ai fait sur le floor et sur le tom aigu, surtout dans le parce qu'un tom de 10 ça sonne toujours très percussif de toute façon de base. Et le côté caisse claire dedans, voilà. Donc le tom c'était pas, je sais que c'est le truc où j'aurais un peu plus de taf à faire, mais là je savais que je pourrais en sortir quelque chose, donc pas de souci pour moi. Et puis pas oublier que les toms, surtout dans un contexte comme ici, c'est des choses qui arrivent à disparaître très vite. Oui, c'est des éléments très ponctuels. Très ponctuels, et que c'est toujours mélangé un peu à tout le reste. Donc tu peux faire beaucoup, tu peux les triturer énormément, tu peux vraiment les mixer très méchamment, et tant que tu arrives à ce que ce son-là n'influence pas le reste du son de la batterie, le reste du temps, notamment souvent en découpe, où on utilise des trucs comme un silencer pour que tout le reste, quand le tom ne joue pas, ne joue pas non plus. En fait, on peut assez facilement arriver à un résultat cool, et souvent on va aussi utiliser des samples en plus. Ça peut être une solution, ouais. Pour voilà, amener quelque chose que cet homme-là n'avait peut-être pas nécessairement, plutôt que passer des heures et des heures à régler le truc. Moi personnellement, je préfère travailler, évidemment quand on peut, pas toujours, je préfère avoir le son à la prise déjà tel que je le veux au mix. Les toms, c'est le élément où parfois c'est le plus compliqué. Ouais. Il y a souvent les toms, on voit très vite si on va savoir en faire quelque chose ou si il y a rien à faire. Il y a au bout d'un moment, il y a une limite qui est propre à la fabrication. Et comme c'est des éléments qui sont censés être harmonisés entre eux, c'est très compliqué. Il y a toujours bien un qui sonne un peu plus long, plus court. Enfin voilà, c'est toujours. Donc c'est un compromis. Effectivement, comme c'est des éléments ponctuels, je crois qu'ici dans le morceau, ça intervient 2 fois dans le morceau. Je sais que je vais pas faire un compromis. Enfin, je vais pas me tracasser sur les toms. Voilà, si j'ai une grosse caisse claire qui sonne pas, là je vais passer plus de temps parce que là c'est important, c'est tout du long. Des toms, voilà, c'est des choses. Il y a des solutions autres. S'il y a la prise de son, c'est un peu plus compliqué, quoi. Forcément, si ton morceau fait tout le morceau, là c'est différent. C'est pour ça que dans d'autres morceaux, on a changé les toms pour pallier à ça. Cool, ça nous fait le tour de tous les fûts. C'est ça. Donc là, on a tous les micros que je dirais un petit peu proches, de proximité. Et ce qui est cool au studio, comme j'ai quand même une room qui se veut un peu large pour justement avoir un côté un peu room, typiquement, j'utilise encore des micros un peu dans la pièce. Ce que j'utilise souvent, c'est des micros assez éloignés. Moi, j'aime bien les LRM1. J'utilise énormément, enfin souvent ces micros-là comme room, qui sont des micros faits main par quelqu'un ici en Belgique. D'ailleurs, on a fait une interview de lui, le lien est dans la description. Tout à fait. Et le but pour moi, c'est d'avoir surtout la pièce. Dans ce cas-ci, j'avais pas envie d'avoir trop les cymbales, donc je les ai, comme on voit sur les images, elles sont un peu orientées vers le haut pour que ce soit pas focus direct vers les cymbales. C'est des micros à ruban, donc déjà qui ont un aigu déjà beaucoup plus doux de base. Filtré naturellement, ouais. C'est ça. Et là, j'avais envie d'avoir principalement la pièce, en fait. Donc écoutons un peu comment ça sonne. Donc le fait de les avoir orientés comme ça fait qu'on entend surtout la pièce.
on entend surtout grosse caisse claire. Les cymbales, là, évidemment, il n'y a plus de question de machin. Beaucoup moins, en tout cas. Oui, c'est ça, c'est très doux. Et on a surtout un boum, cac, de la résonance de la grosse caisse claire dans une sorte de souffle dans la comme pièce. ça, ouais. Que je sais... Enfin, après, je l'ai mélangé et j'ai été voir si ça me plaisait mélanger au reste. D'ailleurs, on peut peut-être faire ça, écouter sans et avec ce que ça donne. Donc là, c'est vraiment un apport c'est vraiment comme une réverb naturelle en fait. Et là, du coup, qui réagit vraiment, la pièce réagit vraiment à la pièce et puis qui est assez unique puisque c'est celle du studio, donc on ne trouve pas dans une réverb classique, quoi. Tout à fait. Et puis ici, c'est vraiment cool parce que je trouve qu'avec ce genre de room, ce que j'aime particulièrement ici, ce que je cherche toujours dans des rooms quand on m'envoie à mixer et quand moi j'enregistre, je m'assure toujours d'en avoir une, c'est une room qu'on peut mettre dans le mix sans devoir la triturer au niveau de l'EQ. La plupart des rooms sont peu utilisables même parce que tu les mets en fait ça enlève, ça amène, ça dénature. Il y a tout plein de compromis à faire. Ici celle-là, j'ai l'impression on la met, on l'entend pas. Puis à un moment donné il y a une sorte de profondeur un tout petit peu en plus, puis encore un tout petit peu de souffle en plus. Et puis quand elle est très loin, limite ça fait un son de batterie cool, un peu plus à l'ancienne, un peu plus indie. Mais ça fonctionne toujours. À tout endroit, ça fonctionne. Et ça, c'est les meilleurs rooms, je trouve. C'est souvent les rooms qui sont les mieux équilibrés entre tous les éléments de batterie, au même équilibre que ce que tu attends dans le mix. Et moi, le but, c'est vraiment d'aller chercher quelques pourcents en plus. Ça amène une espèce de... On a là la batterie, et on essaie d'avoir juste un truc extra autour pour un peu gonfler l'ensemble du son. Et ça fait juste ce petit... en plus, quoi. Donc ici, pour les rooms, la partie la plus importante, c'est, pour moi, je pense que pour vous chez vous à la maison, ça va être pareil, de ne pas pointer les rooms vers la batterie directement, parce que là on a souvent beaucoup trop de cymbales, beaucoup trop de détails sur les cymbales en fait. C'est ça qu'on dit quand on dit trop de cymbales, c'est trop de... Hop. Et ici en particulier, c'est des rubans bidirectionnels, c'est-à-dire que si on les oriente un peu comme ça, comme Gérald a fait, en fait, ils n'écoutent presque pas du tout le son direct de batterie, ils écoutent vraiment ce qui se réverbère autour, et là ça donne encore plus cet effet réverb très cool. Ça, l'autre optique, c'est d'utiliser un condensateur, mais qu'on tournerait limite vers le mur à l'extérieur, quoi. On utiliserait l'endroit le plus mort, enfin la partie qui entend moins le son, vers la batterie. On pourrait regarder d'autres éléments de la pièce, limite presque les retourner et regarder vraiment le mur opposé en fonction de la directivité du micro. De nouveau, on a une vidéo sur le sujet qui explique bien ce qu'on peut faire avec ça. Et on a aussi une autre vidéo, comment se faire une room à la maison quand on n'en a pas. En fait, il y a un truc aussi en utilisant les couloirs, les machins. Donc, plein de vidéos dans la description. Cool. Donc il nous reste une petite dernière Dernier micro, ça c'est un micro de luxe que j'utilise pas forcément toujours, mais j'aime bien aller mettre un micro quelque part dans la pièce à un moment de l'action. Ça peut être un micro fond au milieu, machin. Je le fais un peu. Ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Je change de fois en fois pour trouver des trucs parfois un peu différents. Ici j'ai utilisé un Warm Audio U47 FET, en fait un clone d'un U47, donc un condensateur large membrane que j'ai mis. J'ai été chercher un endroit où j'avais envie de faire une espèce d'hybride en micro room, fat mic, enfin un truc un peu orienté grosse caisse claire. Comme c'est un truc où il y a beaucoup de groove, on est sur des trucs pas forcément rapides. J'avais envie encore de gonfler mais de façon naturelle, puisqu'on a eu tous des trucs très focus, enfin sur tous les éléments, grosse caisse claire en particulier. Et pointu. Pointu, j'avais envie de quelque chose qui reprenne un petit peu naturellement l'ensemble et que je pourrais éventuellement triturer au mix pour essayer de redonner plus de... Un peu comme quand on écoute une batterie d'un peu plus loin, mais un peu plus grosse caisse claire. Donc je l'ai mis un peu visant plus grosse caisse claire, on dirait de côté. Parfois ça m'arrive de le faire par l'arrière, si je veux aller chercher un peu plus l'attaque, la batte sur la grosse caisse et plus la caisse claire, puisqu'à l'arrière, forcément elle est un peu plus disponible, il y a moins d'éléments devant en tout cas. Ça peut m'arriver aussi de mettre un élément comme ça près du batteur, donc là on écoute vraiment comme le batteur, je pourrais écouter comme, voilà. Ça je change de fois en fois, donc c'est pas un truc ultime. Ici je sais plus trop ce que ça faisait, mais de nouveau c'est un micro, quand je l'ouvre, j'ai envie que ça rajoute quelque chose, et en fonction je peux le déplacer, éventuellement l'équaliser un petit peu, au mix je peux le compresser pour juste avoir cette optique d'enhancer de la grosse caisse claire, quoi. On peut l'écouter déjà, voir comment il sonne tout seul.
qu'on entend, c'est surtout la grosse caisse dedans, sans tout ce côté rond et massif, mais la caisse claire un peu au naturel, évidemment moins fort, dans la pièce ça arrache, donc ça donne pas la même sensation, mais c'est grosse caisse, un peu de caisse claire, évidemment il y a toutes ces cymbales encore dedans, mais c'est pas aussi, aussi violent que grosse caisse et caisse claire, c'est pour moi les éléments les plus importants là-dedans. Et il est mono, là où l'autre room était stéréo. C'est ça, parce que là je cherche pas la largeur, je cherche juste à donner une espèce de plus de dimension supplémentaire et je veux pas avoir trop de trucs qui s'éparpillent, je veux le mettre au milieu, que ce soit vraiment grosse caisse claire, comme souvent c'est là que je les mets dans le mix, enfin comme beaucoup de gens je pense, grosse caisse claire c'est au milieu quoi. On écoute en le mettant dedans ce que ça donne. Voilà, il y a une dimension, cool. Ça amène une dimension en plus, surtout sur la grosse caisse, un peu sur la caisse claire. Évidemment, quand on va trop fort, on est embêté par les cymbales, mais en général, ce sont soit ce micro-room là ou l'autre, c'est deux éléments en général qu'on met avec parcimonie dans l'ensemble. C'est rarement construit le son autour de ça, c'est plutôt l'inverse. Souvent c'est quelque chose que je vais mettre, et puis dès que je l'entends, hop, il est temps de revenir un tout petit peu dedans. D'ailleurs ici, ce qui je trouvais vraiment cool, c'est que tu le montes, on n'entend pas vraiment de changement. Oui, c'est le but. Oui, il ne doit pas dénaturer le son nouveau. On commence à entendre qu'il y a quelque chose, mais on n'a pas vraiment de changement de son, et c'est ça qu'on cherche. On veut justement que ça ne fasse pas un truc comme ça un peu bizarre. Et par contre, ta grosse caisse et ta caisse claire ont pris un tout petit peu de longueur, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est comme si elles résonnaient un poil plus longtemps. C'est ça. Comme si elles avaient une... Ouais, c'est ça quand je disais profondeur. Oui, c'est plus de sustain en fait quelque part que quand on est proche forcément. Ici, ce qui est important à noter, c'est que c'est des prises brutes. Il n'y a pas d'EQ, il n'y a pas de compression dans le programme. Il y en a un peu à l'enregistrement, mais pas après avoir été dans l'ordinateur. Donc, si tu as l'habitude d'entendre des pistes de batterie venues de Easy Drummer ou d'autres sampleurs de batterie en tout genre, c'est forcément beaucoup plus brut ici que ce qu'on entend dans les sampleurs, là où souvent c'est quand même déjà fort mixé, fort préparé, un tout petit peu cadenassé aussi. On est un peu bloqué déjà, où ici on a encore pas mal d'options pour aller à gauche, un peu à droite, en fonction des morceaux, en fonction de la volonté du groupe, etc. Donc voilà, comme ça tu sais que ce que tu écoutes c'est quand même fort brut, mais poussé aussi loin que possible dans un studio comme ici. C'est aussi pour te rassurer sur le fait que si toi tu as des choses qui sonnent brutes quand tu enregistres, ça peut aussi le faire complètement, c'est pas obligé de sonner déjà comme l'album fini, c'est normal qu'à la prise de son ça soit brut. Ce qui est cool aussi avec cette vidéo, c'est que voilà, ça c'est un extrait de quelque chose que je viens de faire courant de la vraie vie, j'ai envie de dire, d'un groupe qui à la base était aussi académicienne comme vous et qui a découvert le studio comme ça. C'est aussi cette vidéo, c'est la façon de montrer ce qu'on fait tous les jours, que ce soit André ou moi comme travail. Vrai. Et donc si vous trouvez ça cool et que vous avez envie de voir d'autres éléments un peu plus concrets de notre quotidien et de notre travail, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si tu ne pouvais pas avoir tous ces micros-là, qu'est-ce que tu peux enlever de ça que ça fonctionne toujours? D'office le room mono comme j'ai expliqué, ça c'est optionnel. La ride en général il y a moyen de s'en sortir avec les overheads. Si vraiment j'ai pas beaucoup, la room malheureusement c'est l'élément le plus facile à recréer avec une reverb ou ce genre de choses. Donc tu vas garder 3 micros kick et 2 micros snare mais enlever la room. Je propose des... Ça fait longtemps que je me suis plus posé cette question puisque je me suis construit exprès un studio pour avoir le luxe de plus avoir à me poser cette question. Qu'est-ce que le sub je peux m'en passer. Ça dépend combien de micros j'ai, enfin combien de pistes j'ai. C'est plus ça, mais les premiers. C'est plus dans ce sens-là. Ouais, voilà. Si j'avais 8, voilà, si j'avais 8, je ferais d'office snare top, kick in. Il y aurait les 3 tomes, on est déjà à 5. Je regarde ce qui me reste. Donc là, il me reste plus que 3. Les overheads, je suis déjà à 7. Donc j'en ai plus que 1. J'ai fait kick in et top. Je crois que je garderai une room quand même. Donc je garderai un micro. Pas de charlet pas forcément, non.
Non, parce qu'avec les overheads, il y a des fois on m'envoie des fois. Tu t'arrangerais pour avoir le charlet dans les overheads? Des fois on m'envoie des prises de son où il y a que des overheads et je me dis le charlet, je m'en sors encore. Après la room, c'est pas le plus important, comme je disais, je préfère autre chose. Donc, en fonction de ce que j'aurais en face de moi, ce serait le dernier micro, ce serait soit room, soit charlet, soit kick-in. Parce que si je fais un truc, par exemple, métal où j'ai besoin de beaucoup de kick, c'est peut-être plus important que la room ou que le... Maintenant, si je fais un truc qui est plus jazz, j'aurais peut-être plus envie de la room et avec un kick. J'ai pas besoin de kick-in en fait pour du jazz. Donc là, j'aurais plus besoin d'un room. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, en gros. Très cool. Là, ça conclut un peu notre tour de cette batterie. N'hésitez pas d'ailleurs à poser toutes vos questions, remarques, autres partages personnels et pertinents ou pas. D'ailleurs, c'est pas grave, ça me fait toujours plaisir de répondre aux gens. Est-ce que ça vous a aidé avec quelque chose? Est-ce que ça t'a ouvert des avenues de réflexion pour ton prochain enregistrement? N'hésite pas à mettre tout ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir passé ce long petit moment avec nous. Et bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, c'est d'aller dans ton studio, derrière ta batterie pour faire de la musique.